bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a celui qui supporte le FC Nantes juste en haut ici, m'amène David. Celui qui supporte l'AC Milan juste ici, Charlie le beau gosse. Et moi-même André qui supporte l'OM, le club en déprime. Let's go. Bon les gars, on va taper dans le vif du sujet dès le début. On va parler de la semaine de Ligue 1. Et qui dit semaine de Ligue 1 dit certains matchs qui ont fait mal. Certains matchs qui ont fait mal, surtout pour deux clubs. Oui. Ouais. Surtout pour, je dirais, le FC Nantes et l'OM. Hein. On souffre un peu en ce moment. Hein. On a des douleurs qui ont du mal à passer. Hein. Je dirais qu'on peut commencer, si vous voulez, par vu que la semaine s'est clôturée avec le Classico. On peut commencer par le match du mercredi, le Saint-Étienne-Nantes. Voir ce que t'en as pensé. Et après tu peux faire le parallèle avec le Nantes-Lille si tu veux, David. Ouais, le parallèle, il n'y a rien à faire parce qu'il y a le Saint-Étienne-Nantes a été plutôt bon. Nantes méritait largement de prendre la victoire, chose qu'on n'y croyait même pas, tu vois. Alors Saint-Étienne devait être aussi dans un état de Saint-Étienne, ils sont un de peu mort cérébrale comme nous. Ouais, non, parce que franchement, on les a dominés quasiment tout le match. Si on arrive à mettre ce putain de deuxième but, là, si on arrive à avoir un attaquant qui marque les buts, parce qu'on a fait une transversale, on a fait de belles occasions. Non, le Saint-Étienne-Nantes a été très très bon et franchement, le plus dur c'est pas ça, c'est que vous aviez mis le premier but et que du coup ils reviennent au score, c'est ça, c'était Non, c'est nous qui marquons le premier but. C'est eux qui reviennent au score sur un vieux corner qu'on n'aurait pas dû concéder. Et c'est dommage parce qu'on sortait du Nantes-Monaco qui était très mauvais, c'est-à-dire qui était on jette la balle devant et débrouillez-vous, donc il n'y a rien eu. Et on est passé Monaco, à Saint-Étienne où les joueurs les joueurs jouaient contre Saint-Étienne quoi. C'était plutôt plaisant à voir et même nous supporters on n'y croyait pas de voir ça quoi. Mais la réalité nous a tout de suite rattrapés. la réalité nous a tout de suite rattrapés. Donc là, contre Lille, il n'y avait plus rien. On a revu un peu le Nantes-Monaco, en fait. Le Nantes-Lille ressemble au Nantes-Monaco, c'est-à-dire on se met à 11 derrière et puis on balance devant. Mais devant, il n'y avait même plus Koulibaly pour mettre la tête ou pour essayer de garder le ballon. Donc en fait, on attendait de savoir quand est-ce qu'on allait prendre le but. Et donc on l'a pris très rapidement. Mais après, la question c'est est-ce que ça fait pas partie des consignes de Domenech? Tu vois, parce que comme il dit, quand il joue des matchs comme Monaco ou comme Lille, il dit le but de cette rencontre, c'est de pas se prendre de but. En gros, alors déjà quand il commence des conférences de presse où il faut maintenir le 0-0, donc tu sais que déjà il n'y a pas d'idée de jeu. Et je pense que c'est ça qui fait la différence entre l'approche du match contre Saint-Étienne et l'approche du match contre Lille. C'est que Saint-Étienne, il s'est dit peut-être on peut le gagner, donc ils ont joué un peu plus offensif et du coup il y avait plus de contenu de jeu. Et quand ils ont joué contre Lille, ils sont retombés dans les travers de Monaco. Il s'est dit bon, on va mettre le bus. On va mettre le bus et on va voir ce qui se passe, tu vois. Ouais, non, mais là, de toute façon, c'est fini. C'est-à-dire que quand tu vois j'ai vu Monaco-Nîmes, tu vois Lorient, tu te dis qu'on est vraiment la pire équipe. Mais vraiment, et sincèrement, on est vraiment la pire équipe au niveau du jeu. On est vraiment de la pire équipe de Ligue 1 et on mérite ce qui nous arrive et on mérite de descendre et même pas d'être 18e, d'être 19e, 20e. Parce que là, il y a rien du tout. C'est-à-dire que il y a aucun fond de jeu, il y a aucune technique. J'ai l'impression qu'il y a aucun joueur qui a envie de courir pour l'autre. Et non, c'était vraiment déprimant encore ce week-end. Et donc après, là, je crois qu'on reçoit Lens en Coupe de la Ligue et après on va à Angers. Et Lens, c'est dur cette année. Hein. Ouais, Lens, c'est la Coupe, donc qu'on soit qualifié ou pas, j'ai envie de dire. Faites jouer les Augustins, les mecs qu'on a recrutés et qui jouent jamais, voir ce que ça donne, quoi, histoire de voir. Mais non, franchement, la fin de saison va être très longue. Là, c'est Lens en Coupe et après on va à Angers. Le week-end prochain. Putain, Angers aussi. Ouais.
Donc non, là je pense que ça va être très très compliqué. Si déjà ils peuvent essayer d'arracher le barrage, ça serait déjà un petit miracle étant donné vu le niveau de jeu et vu le niveau de jeu de Lorient et de Nîmes qui est beaucoup plus attrayant que le nôtre. Putain, votre calendrier il est compliqué. Hein. Ouais, je crois que non, il y a un Nantes-Marseille, ça devrait aller ça. C'est possible, tu sais, c'est possible. Ça devrait passer, mais après. Et oui, je demande, vu que Canal+ a récupéré tous les droits de la Ligue 1, il faudrait qu'ils apprennent maintenant le nom, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des clubs comme Nantes, ou comme Nîmes, ou comme Lorient. Et alors, j'ai un appel à leur passer maintenant qu'ils les diffusent, ou qu'ils vont les diffuser. Merci d'apprendre le nom des joueurs. Parce que ça me tue. Parce que Traoré n'est pas Koulibaly, c'est-à-dire que ou n'est pas Kolo Muani aussi. Donc c'est-à-dire que Charles Traoré c'est celui de la défense et Kolo Muani c'est celui de l'attaque. Ou c'est comme sur le but, l'erreur de Fabio. Mais non, c'était pas Fabio, c'était Giroto. Mais c'est pas grave. Donc c'est pour ça que maintenant qu'ils ont récupéré les droits, qu'ils ont tous les droits et tout ça, merci d'apprendre le nom de tous les joueurs. Mais parce que ça m'étonne tellement c'est pas. Flippant. Ça m'étonne tellement. Ou recruter les mecs de Téléfoot parce que eux, au moins connaissaient le nom des joueurs, quoi. Donc voilà, c'était mon petit appel à moi pour Canal+. Ah oui. Ah, on a perdu Charlie. On a perdu Charlie. Ouais, non, franchement, moi, si je dois tirer du positif de la semaine de Nantes là, ça serait le match contre des positifs. Ouais, non, ça serait le match contre Saint-Étienne parce que moi, c'est même pas en termes de contenu de jeu, mais en termes d'envie des joueurs. Ça se voyait que sur ce match-là, ils se donnaient un peu plus que sur, allez, je vais dire les 2-3 derniers mois, tu vois. Ah bah quand tu sors du Nantes-Monaco et tu passes au Nantes-Saint-Etienne, c'était le jour et la nuit. Ouais, ça je dois le dire. Ouais, j'ai même été surpris. J'ai été surpris, voilà, et j'étais vraiment même triste qu'on prenne pas les 3 points parce que c'était mérité. C'était mérité, on les avait bien. Et je comprends pas pourquoi tu passes d'un match comme ça à ne rien montrer du tout encore. T'as le droit de prendre 6 buts contre Lille, ça me dérange pas. Ben, si au moins tu montres que t'as attaqué à fond, et voilà, et que t'as attaqué tout ça. Moi, forte, en fait. Donc, si tu te prends 6 buts en te donnant à 1000%, ben tu te prends 6 buts et basta. Mais là, voilà, c'était même plus déprimant de perdre 2-0 en faisant rien, quoi. Vous savez qu'on n'a pas tiré un tir cadré avant la 80e minute ou un truc comme ça. C'est compliqué de gagner. C'est compliqué de gagner des matchs ou de marquer des buts, quoi. C'est vraiment voilà. Donc bon. Bah, ça là-dessus. Après, c'est typique de la Ligue 1. Mais c'est typique un peu des entraîneurs français en général ou de la Ligue 1 de dire bah quand t'es une équipe qui va pas bien et que tu rencontres le haut du classement, ton but n'est pas de faire du jeu mais de bétonner derrière. Et Domenech. Ouais, mais quand tu bétonnes et ça marche pas, au bout d'un moment, faut trouver autre chose. Tu changes de consigne, tu dis bah les gars, poussez. Ça a marché qu'une seule fois, c'était le premier match contre Rennes. Il est toujours dans. Ouais, mais après, je pense que Domenech, c'est un ancien, il est dans ce truc-là, en fait. Mais Domenech, il a été le premier à critiquer Ranieri quand il avait mis le bus contre le PSG. Vous vous souvenez, il avait dit qu'ils avaient mis le bus pour jouer contre le PSG. Lui, il met le bus même pour jouer contre d'autres équipes comme Rennes ou des équipes on va dire, pas des gros cadors du championnat, quoi. Et le pire, ça c'est normal, enfin, c'est pour tous. C'est toujours plus facile de critiquer quand t'es extérieur au truc. C'est ça, quand t'es dedans, c'est autre chose. Que quand t'es dedans. Donc il sait très bien comment ça se passe. Lui-même, pareil, je crois, par rapport à Ranieri, c'était le premier à le critiquer par rapport à l'âge, de dire ouais, Nantes, qui est aussi vieux. Et lui, il arrive à son âge. Il paraîtrait il va sûrement finir la saison quand même, je pense, malgré voilà, même si alors le virer ne coûterait pas grand-chose puisqu'il avait juste un contrat de 6 mois. 6 mois, ouais. Et a priori, Bruno Genesio aurait été sondé. D'accord. Il aurait été sondé pour prendre la relève. Mais après, est-ce qu'il va vouloir aller en Ligue 2 Est-ce qu'il va vouloir aller en Ligue 2, Genesio ça va être autre chose. Moi, ma question, c'est après, en soi, Genesio, il va passer. Mais non, moi, je suis Genesio. Si je veux venir, je demande un contrat de 10 ans pour être sûr parce que sinon, je peux rien construire. Moi, comme ça, soit tu pars, t'es millionnaire ou milliardaire, ou soit parce que tu peux rien construire. Tu peux rien construire chez nous. Moi, Domenech, il m'a choqué sur le match de Lille, notamment, quand tu vois la sortie de
Putain, c'était qui était sorti sur blessure? Fabio, voilà. Fabio. Quand Fabio il sort sur blessure, il passe devant les deux coachs et tu vois Galtier tapoter l'épaule, enfin tapoter le dos de Fabio, dire t'inquiète, tu vois, et quand il se dirige vers le vestiaire, et Domenech il le regarde même pas, il est comme ça. Et après le pire c'est pas ça, c'est il fait une sortie médiatique en disant oui, à la mi-temps j'ai laissé les joueurs gérer la chose entre eux. En gros, à la mi-temps, il est arrivé dans le vestiaire, il a dit aux joueurs bon, je vous laisse vous expliquer. Il est sorti du vestiaire et il a laissé les joueurs ça prouve qu'il a rien en fait, il a même pas d'idée, c'est-à-dire il a rien donné comme stratégie de jeu, rien. Il est juste arrivé, il a dit je vous laisse vous expliquer et il est parti. Il est en roue libre. Non, mais la deuxième mi-temps était meilleure. On va, si tu voulais retenir du positif, la deuxième mi-temps. Oui, la deuxième mi-temps elle était meilleure, mais moi ce que je retiens. On pourrait pas faire pire en fait. Ce que je retiens, c'est que c'est même pas Domenech qui change la mi-temps, c'est les joueurs parce qu'il les a laissés entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Après en soi, le truc c'est que si la deuxième mi-temps elle a été meilleure, il a un peu réussi son truc de dire je veux pas, au bout d'un moment, quand t'es mauvais, que l'entraîneur arrive et que vous dites que vous êtes mauvais, je pense que les joueurs sont assez intelligents pour le voir d'eux-mêmes. Donc s'il est arrivé et qu'il se dit bon, est-ce que vraiment je vais utiliser ma salive pour vous dire des trucs que je pense que vous avez tous remarqué? Voilà. Donc, je vais vous laisser parler entre vous et puis rectifier le tir. Franchement. Alors après oui, c'est un peu bizarre. Mais après c'est une stratégie comme une autre, mais ouais, une fois de temps en temps, moi je te gâche pas, je me dis en fait ouais, tu peux l'utiliser. C'est comme je sais plus quel entraîneur, je crois que c'était Ancelotti qui avait fait ça ou je sais plus qui. Ou un moment où son équipe elle était super nulle, il rentre dans le vestiaire et il dit rien. Ou je crois que c'était Ferguson et il dit rien. Et ouais, mais c'est des entraîneurs de ouf, c'est des entraîneurs qui ont l'expérience et qui connaissent les joueurs. Là, lui, il est là que depuis 5 matchs. Oui, donc, tu vois ce que je veux dire. Mais après, voilà, au final, les joueurs, comme l'entraîneur disait rien, ils avaient compris qu'en fait, ils étaient pourris, tu vois. Et la deuxième mi-temps avait été bien mieux. Je crois que c'était Ferguson. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'intersaison, c'est de savoir avec qui on va repartir et avec quel joueur. Alors, l'avantage, entre guillemets, du Covid, et ça sera le seul avantage, c'est qu'il y aura peut-être moins de transferts que prévu. Puisque où on va les vendre, on va les brader parce qu'il y a pas beaucoup de fins de contrat chez nous, vraiment pas beaucoup, donc il y a que des contrats 2024 je crois à peu près, donc il y a soit ça va nous rapporter de l'argent ou soit les joueurs vont rester. Donc l'avantage ce serait de repartir avec, parce que notre effectif pour la Ligue 2 ça va. Non mais après le truc c'est, même si vous jouez les barrages ça va être chaud parce que doucement. Mais les barrages, mais même pour moi dans la Ligue 2 les barrages, moi j'ai regardé quand je regarde Toulouse, j'ai regardé Toulouse. Ah mais c'est j'ai regardé Toulouse 3 Toulouse. Mais les mecs, ils méritent notre place en Ligue 1. Ils méritent notre place en Ligue 1. Les gars, si on a un des deux, alors les deux normalement vont monter peut-être direct s'ils sont les premiers, mais si on a un des deux qui est au barrage et que c'est nous au barrage, non mais alors là les gars, c'est fini. Non mais c'est ce que j'allais dire. Après pareil, sur l'effectif doucement, parce que bon, Toulouse, ils avaient un effectif Ligue 1, ils sont descendus. Et ils en ont mis du temps avant d'aller les rechercher la première victoire. Hein. Donc bon. Ouais, mais je me dis, ça peut être picard la Ligue 2 quand même. Hein. Ça peut être piégeux. La Ligue 2 c'est très compliqué. La Ligue 2 c'est très compliqué. Piégeux. Ouais, mais en tout cas, moi j'aimerais pas voir Nantes descendre. En tout cas, c'est mon avis perso. Là pour moi, c'est triste ce qu'ils font quand tu compares à déjà. L'année dernière, il y avait des errances comme ça. Ils étaient un peu sur courant alternatif et tout, mais il y avait du jeu. Tu vois ce que je veux dire? C'est même quand ça perdait avec un but d'écart ou tu vois, ça produisait du jeu, tu vois. Là, cette année... Regarde Nîmes, ils perdent, mais ils produisent du jeu. Oui. C'est ça. En fait, voilà. moi, quand je vois Nîmes, quand je vois Nantes, je me dis, mais en fait... Ouais, c'est ça. On balance devant. On a balancé je sais pas combien de ballons devant. Et là, on prend un but au bout de 10 minutes. Donc, tout ce qui était... stratégie de on reste derrière et tout ça, et on a pris le but très rapidement au bout de 10 minutes,
Et après, on savait pas quoi faire. C'est-à-dire que vu que nous, on s'était dit, on reste à 0-0 pendant le maximum, et vu qu'on prend un but au bout de 10 minutes, on savait plus quoi faire. S'il fallait sortir, rester encore derrière, on savait plus. Il se passait plus rien puisqu'on savait pas quoi faire. Donc, et contre une équipe ça comme se Lille, répète, c'est compliqué. Mais Lille, par contre, chapeau, parce qu'ils ont bien géré leur match. Tu voyais que niveau possession, niveau de construction de jeu et tout, ils s'impatientaient pas, ils construisaient le jeu patiemment, ils essayaient de trouver les bonnes failles. Ils savaient qu'ils allaient marquer. Franchement, ils étaient très concentrés et très studieux entre guillemets, parce que franchement, c'était un cas d'école ce qu'ils faisaient. C'était on gère le match jusqu'à trouver la bonne faille et tac, on met le petit but qui suffit pour gagner, tu vois. Et ils l'ont fait en première mi-temps, ils l'ont fait en deuxième mi-temps, et pour moi, ils ont géré le match comme il faut. Mais je trouve ça chaud que Nantes ne puisse pas réagir, où la seule réaction qu'on a, c'est un coach qui dit les joueurs, débrouillez-vous, et après, ils se décident entre eux de mouiller le maillot en deuxième mi-temps parce qu'on n'a plus rien à perdre, tu vois. Et c'est chiant. Moi, je trouve ça chiant de voir ça. Mais après, bon, puisqu'on est sur les choses tristes, on va aller sur les choses tristes. Hein. Après, la semaine de l'OM. Pour finir sur Nantes, en soi, après, c'est vrai que descendre c'est compliqué, mais des fois, ça peut être aussi un mal pour un bien. Ouais, mais après, il y a des équipes qui, quand ils descendent, ils n'arrivent plus à remonter. Oui. Non, on est descendu il y a pas si longtemps. Hein. Il y a aussi des équipes qui descendent et qui remontent directement. C'est de dire, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, peut-être que Nantes a besoin de ça, peut-être déjà pour que les supporters puissent faire comprendre à Kita, c'est bon, on dégage. Là, c'est peut-être. Des fois, tu peux pousser tant que tu veux et ils partent pas. Oui, il était resté en Ligue 2. Hein. Mais voilà, peut-être que lui aussi, au bout d'un moment, il va se dire bon, c'est bien la deuxième fois que je descends, il serait peut-être temps. Peut-être que lui aussi, ou peut-être qu'il va réagir en se disant bon, allez, on est encore redescendu, il faut que je remette de l'argent, il faut qu'on remonte. Voilà, c'est peut-être aussi un mal pour un bien. Ça fait quand même pas mal d'années où, il y a eu des bonnes années aussi là ces derniers temps. Mais c'est vrai que là, en ce moment, sa gestion sur les dernières saisons, elle est compliquée. Peut-être que ça peut aussi être un élément déclencheur. Quoi. Ouais. De dire là, on peut une saison en dessous. Et là, on que le dieu du foot t'entende. Moi, perso, Gourcuff, j'aimais bien. Hein. J'aimais bien ce qu'il faisait, Gourcuff. C'est juste que les joueurs l'ont lâché. Mais franchement, Gourcuff, ce qu'il faisait, pour moi, c'était top. Hein. Mais quand tu lâches Gourcuff pour prendre Domenech, c'est que t'as aucune vision du football. C'est que t'as aucune vision du football ou que t'as aucune continuité déjà, tu vois. Donc, c'est sûr. Bon. Non, mais voilà, c'est de dire, peut-être aussi. C'est vrai que la Ligue 2, descendre en Ligue 2, on voit toujours ça comme, c'est dur, c'est compliqué. Parce qu'on est fataliste, mais peut-être que des fois, ça peut être un électron qui te réveille, quoi. Exactement. Ouais. Donc, ça peut faire du bien des fois. Ouais, je suis d'accord. Un électrochoc, c'était ce que je cherchais comme mot, putain. Le matin, c'est pas pour nous, hein. Non, moi je l'ai très bien. Il a sa couette. Mais on va très bien. Bon, du coup, on va continuer à parler des choses qui font mal. Donc, après le report du match contre Rennes, la semaine de l'OM a continué d'être chaotique. Tout simplement. Est-ce que je peux m'exprimer sur le Classico? Attends, tu vas pouvoir t'expliquer. Tu vas pouvoir t'exprimer. Mais du coup, on a le coach qui est arrivé mardi, qui vient en conférence de presse et qui dit bon, le dernier joueur qui a été recruté, je ne voulais pas. Du coup, je pose ma démission. Quelques heures plus tard, t'as les dirigeants qui disent oh, il a posé sa démission, il est mis à pied. Du coup, sur la même journée, on apprenait qu'un coach posait sa démission et était mis à pied juste après. D'accord. Le lendemain, il n'y a qu'à Marseille que ça peut arriver. Il n'y a qu'à Marseille que ça arrive. Le lendemain, on affrontait Lens avec le coach de la formation de l'OM et du coup un autre coach de la formation de l'OM, du coup des jeunes. Qui a pris le relais du coup parce que c'était les seuls qui avaient les diplômes. Donc on les a lancés dans le bain. On a dit allez, prenez l'équipe première, faites-vous plaisir. Ils s'en sont pas trop mal sortis parce que les joueurs ils ont un peu mouillé le maillot, que ce soit sur le match de Lens et sur le match contre Paris. Mais on fait match nul contre Lens
et on perd contre Paris. Alors, le match nul contre Lens, je l'aime pas beaucoup parce que on mène 2-0 à la mi-temps et on finit avec un nul. Donc, ça veut dire que quelque part, tu fais peut-être une première mi-temps qui est bien, mais en deuxième mi-temps, tu retombes dans tes travers et t'encaisses 2 buts. 2 buts qui ont été encaissés sur des errances. Et par contre, Lens, ils ont mieux joué en deuxième mi-temps. Et ça s'est vu à la rentrée c'était Kalimuendo, je crois, quand il est rentré. Ça a fait une différence. Il y avait Kalimuendo quand il est rentré. Sotoka, il a regagné en mobilité et tout. Donc, ça les a aidés beaucoup. C'était Kalimuendo ou c'était quelqu'un d'autre? De quoi, qui est rentré? Ouais. Oui, c'était Kalimuendo. Oui, c'était Kalimuendo. Ouais, Kalimuendo rentre, Sotoka il devient plus libre. Ouais. Dès que Kalimuendo il rentre, Sotoka il retrouve le chemin du but, etc. Donc c'est top pour eux. Ils ont fait une superbe deuxième mi-temps. Mais après, du coup. Et je passe en mode Furax. Moi, ce que je reproche à cette semaine de l'OM, c'est qu'on a montré qu'on excelle dans tout ce qui est nul. C'est-à-dire dans la gestion de la direction et dans la gestion des matchs. On a vu la nullité, mais sur tous les ans. Ah. Et pour finir sur ça, sur à quel point nos dirigeants passent pour des clowns, t'as eu quand même à l'aéroport de Bourget où les Parisiens y partaient pour le Classico, t'as eu les supporters parisiens qui avaient une banderole qui disait « On te supporte Jacques-Henri Hérault ». Parce que oui, les supporters parisiens supportent notre dirigeant parce que tout simplement il a raison dans ce qu'il dit sur l'OM, qu'à Marseille il n'y a pas de Marseillais, que ceci, que cela, en gros qu'il faut pas céder, blablabli blablabla. Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Honnêtement, on passe pour des gros bolosses, voilà. C'est ce que moi j'avais à dire, et j'avais à dire que j'en ai marre de passer pour un con. Voilà. Là, sur le match de Lens, vous menez 2-0, mais c'est pas forcément mérité parce que c'est une contre-attaque et un coup franc. Mais bon, la première mi-temps a été plutôt bonne. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est moi, je suis Benedetto, je deviens ouf. Il y a Milik qui arrive, il joue contre Lens, mais on lui met un attaquant à côté de lui. On lui met Valère Germain à côté de lui. Je crois que c'est Valère Germain qui a commencé à ses côtés. C'est ça que je comprends pas, c'est-à-dire que et quand Benedetto il joue, il joue seul. Forcément. Voilà. Non, donc forcément il a plus de ballons, donc forcément il a plus de chances de marquer. Et que Benedetto il se fait critiquer parce qu'il marque pas beaucoup, mais il a jamais de ballon puisqu'il est toujours tout seul. Alors, donc c'est ça que je comprends pas. Pourquoi Milik 2 attaquants, pourquoi Benedetto un attaquant? C'est ça que je comprends pas offensivement. Ça a été pareil pour Germain dimanche qui a été titularisé seul. Germain était tout seul. Et il disait que en gros Germain il excelle quand il est avec un autre attaquant parce que ça lui permet de se rendre plus disponible et de créer des disponibilités pour l'autre attaquant. Là Germain, tu voyais... Germain il a le profil d'un attaquant qui tourne autour d'un autre grand attaquant qui, c'est-à-dire plus grand en taille et qui finit les actions. Lui, il a plus l'habitude de courir autour ou de jouer carrément à ailier droit. Mais là, c'est pour ça que je deviens Benedetto, je deviens fou. Ça fait 3 saisons que c'est dit que Germain il a besoin d'être avec un autre attaquant. Salut Charlie. que Germain il a besoin d'être avec un autre attaquant, mais ça fait 3 saisons que rien n'est fait pour lui mettre avec un autre attaquant. Tu vois, c'est pour te dire qu'en gros, on connaît les problèmes, on connaît qu'il y a des choses à faire, etc. Sauf qu'on les fait pas. Et moi, je dis honnêtement que pour moi, c'est les dirigeants. Les dirigeants, ils ont tout simplement une gestion merdique. Quand tu vois le cas Thauvin, comment il est géré, alors je me suis renseigné pourquoi. Alors, soi-disant, les exigences de Thauvin, ils étaient énormes, etc., et qu'ils ne voulaient pas lui donner, et blablabli, et blablabla. Mais en fait, ils ne demandent pas tant que ça, Thauvin. Ils demandent d'avoir le même salaire que Mandanda. D'accord ? Et ils demandent d'avoir le même salaire que Mandanda et une prime à la signature de 3,5 millions ou un truc comme ça. Bon, ça, c'est des choses qui... C'est un peu cher, 3,5 millions, mais c'est des choses qui se font. Et le salaire de Mandanda, je conçois qu'il le demande parce qu'il est au club depuis longtemps, lui aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc,
pour moi, je le conçois qu'il puisse demander un salaire qui est plus ou moins équivalent à un ancien du club, parce que tout simplement, lui aussi, c'est un ancien du club. Donc si tu veux vraiment prolonger pour pas qu'il parte libre, pourquoi tu dis pas, ok, on te file le salaire de Mandanda, par contre, la prime à la signature, on te donne un peu moins, ou je sais pas, tu vois. Non, Ouais, mais en fait, je pense qu'ils veulent pas qu'il re-signe, tout simplement. Bah, je Je veux pense, hein. je pense qu'ils veulent faire un ménage, que l'époque Garcia, c'est fini, c'est-à-dire qu'on passe à autre L'époque des gros chose. salaires. Tous les joueurs, voilà, les Strootman et tout ça, je pense, et j'espère qu'avec l'arrivée du nouveau directeur sportif, comment vous appelez ça, le head of football, Ouais, c'est ça. voilà, je pense qu'avec Longoria, je pense que tout ça c'est terminé. C'est page blanche, on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on vire les Strootman, les Thauvin. Alors, les paillettes, ça va être compliqué de s'en débarrasser, hein, parce que vu le salaire qu'il a re-signé, tout ça, donc voilà, mais quitte à le mettre sur le banc, prendre un entraîneur avec la trempe de Sampaoli, peut-être, C'est ça ce peut ne qu'ils faire aiment. que du bien, parce que voilà, Sampaoli, je pense que. Alors, ce qui m'a fait rigoler quand j'ai entendu son nom, c'est que c'est un peu par rapport à Jacques-Henri Hérault, quand ils vont se rencontrer, j'aurais aimé être là quand ils vont se rencontrer, parce que il parle pas football pareil. Ouais. Il va lui faire peur avec tous ses tatouages, je pense. Mais Sampaoli, à Hérault. il parle Euh, un peu foot comme un Bielsa parle de foot en fait. C'est un peu le gars qui est Voilà, cinglé de foot donc ça, et si ça, si t'es pas prêt à parler foot, il te parle pas quoi. C'est ça va être deux visions différent. quand ils vont se rencontrer. S'ils se rencontrent, ça va être deux visions incroyables. Et moi, j'aurais aimé être là le jour de la rencontre, quoi, parce que voir la réaction de Héros, ça devait être impressionnant. Donc voilà, je pense que juste le directeur sportif, donc Longoria, veut repartir sur une page blanche. On vire les gros salaires. On garde, on recrute intelligemment. Donc je pense que le recrutement où Villas-Boas n'était pas d'accord. Alors, Villas-Boas, il est marrant, lui, parce qu'il dit je pars dans 6 mois. Donc en gros, parce qu'il devait partir à la fin de l'année. Il l'a dit Mais en même temps, en ouais, l'espace il a de dit, 4 mais en même jours. temps, En l'espace de 4 jours, je et pars dans 6 mois et je voilà. Mais en démissionne. même temps, il veut pas mais en même temps, il veut pas du recrutement. Il peut pas faire le recrutement s'il part dans 6 mois, parce Bah que le ouais, recrutement qui est fait là, c'est pas que pour 6 mois. c'est Sauf si pour c'est un plus prêt de loin. 6 mois. Mais c'est pour. Ah, exactement. Donc forcément, il n'aurait pas son mot à dire sur le recrutement. C'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi il a dit qu'il voulait pas le joueur. Parce que déjà, ça met sympa. Bienvenue au club. On veut pas de toi. Et alors que lui, il sera plus là dans 6 mois. Bon, là, il C'est est parti n'importe même quoi. avant. Mais Mais et voilà, il doit pas avoir son mot à dire. en Donc plus je pense que là, il va y avoir Encham, page blanche avec le nouveau directeur sportif. Encham, c'est pas un joueur qu'on vient tout juste de commencer à parler de lui, tu vois. C'est un joueur, ça fait 2 saisons qu'on essaie de le choper à Marseille. Là, on le chope en prêt avec option d'achat de 5,5 millions. Donc en soi, Longoria, il fait un travail remarquable de choper un joueur qu'on voulait depuis 2 saisons en prêt avec option d'achat, c'est-à-dire que tous les joueurs que Longoria il a chopé, c'est des prêts avec option d'achat, c'est pas des achats nets, c'est pas des le seul revenu enfin le seul échange d'argent qui a été fait à l'OM à l'heure actuelle, c'est la vente de Sanson pour 11 millions, enfin pour 18 millions, mais en gros c'est 11 millions tout de suite, 4 millions en été et 3 millions sur les bonus. Donc tu vois, Bon. Et c'est le seul truc qui a été fait. voilà, mais je pense que voilà, ils veulent repartir à zéro et je pense que là, ça va être galère comme bon, c'est comme nous, mais enfin plus pour nous, mais que pour vous, mais ça va être galère la fin de saison parce que ça va être juste une préparation de la saison prochaine, donc il va y avoir des matchs de merde. Il y a Thauvin qui sait qu'il va se barrer dans 4-5 mois. Payet, j'espère qu'il va commencer à rejouer au foot. Et voilà, mais après vous avez une base, vous avez déjà la défense enfin la défense centrale, je pense que ça sera la même l'année prochaine. Après vos latéraux, on en parlera de ce qui s'est passé. Caletassar, il partira. Ah d'accord, parce Ouais. que le match Marseille-PSG était franchement, il y a une bonne première mi-temps. Moi, j'ai bien aimé la première mi-temps de Marseille, même s'ils prennent les 2 buts. En Il y a fait, parce qu'ils ça ont s'est ils réveillé ont à essayé de jouer et partir même de la à 20e. 2-0. Voilà. Non, mais même, je trouvais qu'ils avaient eu des occasions, qu'ils jouaient, qu'ils avaient le ballon, même plus que, enfin, autant que Paris, et qu'ils se sont fait avoir sur 2 contres, c'est-à-dire que sur un corner et sur une perte de balle. Donc, ça doit être rageant de prendre 2 buts comme ça, alors que plutôt, j'ai préféré le match de Marseille contre le PSG que de Marseille contre Lens, tu vois. J'ai Alors, préféré leur match de ce que contre j'ai le PSG. regardé dans tout ce qui est avis des spécialistes, des journalistes, etc., il y en a beaucoup qui ont dit que en soi, Marseille a fait un meilleur match que Paris
parce Ouais. que ils avaient la possession du ballon, ils allaient Ouais, dans après- le sens du jeu, etc. Mais Paris a su capitaliser sur les 2 contres qu'ils ont eu en fait, et que c'est Après, les- faut Ouais, se vas-y. méfier du match contre le PSG. Mm-mm. Parce que Des généralement, fois, c'est ce qu'il faut. Et voilà. Non, mais des fois, on est très fort contre le PSG. Même il y a des équipes qui ont. Bah, regarde Marseille, ils ont battu le PSG il y a quelques mois de ça, et depuis, plus rien. Ouais, c'est ça. Et il y a plein d'équipes comme ça qui se donnent. Je sais pas, il y a un syndrome qui excellent PSG dans qui les excelle gros contre le matchs. PSG, et après, plus rien. Ouais. Donc, moi, je juge Marseille plutôt contre les matchs. Là, ils vont jouer à Bordeaux, ils ont joué contre Lens. Plutôt sur des matchs comme ça, ou plus à leur portée et tout, parce qu'on sait très bien que PSG Marseille, on savait très bien en plus que PSG allait finir entre guillemets avec la revanche de ce qui s'était passé à l'aller. Ouais. Mais Donc après, voilà. Après, on parlera peut-être de l'effet Pochettino que j'ai toujours pas vu au Après, PSG. c'est C'est-à-dire que plus dans ce sens-là, je pense qu'ils parlaient, les spécialistes, c'est dans le sens où le PSG ne montre pas trop le visage qu'on attend d'eux sur ces matchs-là, parce que tout simplement, il n'y a pas d'idée de jeu, en fait. C'est ce qu'ils disaient, il n'y a pas d'idée de jeu précise au PSG. C'est-à-dire que, avec les joueurs qu'ils ont, ils ne devraient pas jouer ce jeu où on attend, on n'a pas la domination du milieu de terrain, parce que là le milieu de terrain, pourtant tu as des Verratti, il y a des gros joueurs en face, mais la bataille du milieu de terrain, pour moi elle était gagnée par Camara et Gay. Rongier un peu moins, parce que déjà le premier but qu'on prend, c'est Rongier qui s'engage pas assez sur la réception de la balle, et du coup, 16 millions. Ça, c'est la carotte du siècle. C'est la carotte du siècle. Merci le FC Nantes. Mais du coup, ouais. 16 millions. Rongier qui s'engage pas assez, et on prend le compte, tu vois. Et après, pour moi, après ça, quand même, la bataille du milieu de terrain, Camara et Gay, ils ont fait un sacré boulot où ils ont bien maîtrisé leur sujet, ils étaient bien, tu vois. Mais après, Payet, on l'a pas vu. Moi, la stat qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont regardé à la mi-temps le nombre de sprints de Mbappé et le kilométrage moyen qu'il faisait. Donc, c'était un truc genre 13 sprints à plus de 32 km/h moyen. Et je disais, heureusement ils ont pas fait la même pour Payet, parce que ça aurait été... Il a fait 32 km/h, mais ils ont additionné 8 sprints. J'ai dit, mais c'est le truc, c'est malade. En fait, à un moment du match. Je te jure, Payet, il était Alors, invisible. Après, Vas-y, Charlie. Moi, je vais nuancer. Oui, c'est bon, je suis revenu, j'ai mis mes problèmes techniques de côté. Non, mais je vais nuancer un peu, mais bon, le match de Marseille, ouais, bof. En fait, moi, ce classico, c'était juste Paris qui a maîtrisé, Paris qui pouvait accélérer quand il voulait, et Paris qui, en fait, a mis 2 buts assez rapidement dans le match et qui, après, a laissé le ballon à Marseille. Enfin, en fait, même si, effectivement, il y a eu des occasions, à part, franchement, dans les 15 dernières minutes du match, à aucun moment, j'ai vraiment senti que Marseille pouvait revenir au score. Non, mais de toute façon... Surtout le début du match, à aucun moment on a senti que Marseille pouvait en fait inquiéter Paris. Non, mais c'est ça c'est sûr. C'est devant, on n'avait aucune arme pour les inquiéter. On avait peut-être la maîtrise du ballon, on avait peut-être la maîtrise du milieu de terrain, etc. Mais devant, on est sûr et certain que ça pouvait en aucun cas se concrétiser. Et pourtant, Sergio Rico, il est super nul. Alors, il fait peur, hein. Il fait peur. T'as vu sur la frappe de Camara? Camara, il fait une frappe, il se trouve monumentalement dessus. Et rassurez-moi, Navas sera là contre Barcelone, parce que sinon c'est fini. Bah, je sais pas, je suis pas sûr. Je crois pas. Certaines personnes ici présentes me disaient que du coup, c'est vrai que... Ah oui, je me souviens. L'écart entre les gardiens de Lorient titulaires et les gardiens de Lorient remplaçants était grand. Et ben, j'espère que ce classico t'aura montré, André, que l'écart qui sépare Navas de Rico est abyssal. Mais oui, c'est clair. Tu vois, une galaxie les sépare. Donc oui, le PSG est plus faible quand il a Sergio Rico dans les buts que quand il a Keylor Navas. Oui, mais... Même si, oui, ils ont une bonne équipe. En défense, tu vois qu'ils ont. Au milieu, tu vois qu'ils ont. En attaque, tu vois qu'ils ont. Ils avaient Neymar sur le banc, s'il te plaît. Donc, ça veut dire que... D'accord. Neymar, il a fêté son anniversaire. Il était fatigué. Il a eu la gastro. Il avait la gueule de bois, ouais. André, le foot, ça reste quand même 11 types contre 11 autres
Oui, Même mais si t'as des grands noms, même si t'as des grands noms, il y a très peu d'équipes, même dans les grosses équipes. Quelles sont les équipes qui ne concèdent jamais d'occasion dans un match? Même oui, contre, mais même, non, regarde, même le Bayern, quand ils vont jouer contre l'Arminia Bielefeld, ils concèdent des occasions. On est d'accord. mais oui, mais justement, tu vois, Si la ton dernière gardien, fois. si ton gardien, il est nul, si ton gardien, il est nul, nul, mais vraiment nul, comme Sergio Rico, eh ben, la seule occasion que tu peux concéder, eh ben, elle peut être décisive pour l'équipe adverse. Oui, mais Donc la là, dernière fois, on disait que les armes offensives, par exemple du Bayern, elles te permettent même si tu concèdes des buts, de gagner. Normalement, ça devrait être pareil pour Paris, qui a une équipe qui est bien au-dessus de toute la Ligue 1. Tu vois? Normalement. Mais il y a des moments où, eh ben, même quand tu as des grosses armes offensives, quand ton gardien il n'est pas capable de prendre une simple balle dans les mains sans que la balle ne rebondisse 3 fois devant lui, eh ben, au bout d'un moment, tu prends des buts. Même contre Lorient, même contre Marseille. Tu vois, même si Marseille n'est plus un grand club. Tu vois, mais normalement, voilà, Marseille aurait dû marquer dans ce match. Marseille aurait dû marquer. Parce que Marseille Rico, il est restera un grand nul, club. Hein. nul. Même si on est dans la peine, Marseille restera un grand club. Pardon. Les grands clubs, ils restent des grands clubs, peu importe la situation. Peu importe, Pardon. peu importe si les sondages ils disent que les Français préfèrent le PSG à Marseille. Plus de 54% des Français préfèrent le PSG à Marseille. Je m'en fous des sondages. Je m'en fous totalement des sondages. Moi, je te dis que Marseille restera toujours un grand club. Toujours. Ouais, Par contre, ouais, moi d'accord. je m'inquiète pour le PSG en Ligue des Champions. Hein. Ah, Moi je vous le mais dis. moi, Non, parce que clairement. Alors, parce qu'on a au tirage, au tirage au sort, on disait que c'était un bon tirage pour le PSG. Est-ce que Mais- Barcelone était au fond du trou? Là, le Barcelone revient tout doucement et c'est plutôt le PSG, Ouais. le niveau du jeu du PSG. Donc ils ont viré Tourelle, ok, parce qu'il n'y avait pas de résultat, etc. Mais alors le niveau de jeu, pour moi, alors il est pas nul, mais il est le même. C'est-à-dire qu'il y a aucun, voilà, Mbappé défend toujours pas. En plus là, ils ont perdu Di Maria. Je pense pas qu'il va jouer le match aller au moins contre Barcelone. Quid du gardien? Verratti, c'est pas sûr aussi. Alors, non, ce que j'allais dire, c'est que là, j'allais dire ça, c'est que d'habitude Verratti faisait pas 6 matchs, 6 matchs de suite sans se blesser ou sans machin. Bah Je là m'inquiète parce que- apparemment, il est incertain pour Barcelone. Ah voilà, parce que alors lui au milieu, par contre, il est bien revenu. Hein. Quel boulot il a fait. Enfin, pour moi, c'était le caïd du milieu. Mais enfin voilà, je m'inquiète pour le match contre Barcelone, alors qu'au tirage au sort, on disait plutôt, c'est plutôt un bon tirage et tout ça. Mais alors là, si tu... On disait aussi que la réalité du Barça du Là- moment du tirage et du moment où ils vont affronter le PSG, on sait que ça sera peut-être pas la même. L'arrière gauche titulaire numéro 1 du PSG, je signale que c'est Kurzawa. C'est le numéro 1, c'est-à-dire que c'est lui qui va jouer contre Barcelone. À droite, ça va être Florenzi. J'espère Florenzi, que par Pembe- contre, voilà. quel boulot. Les centres qu'il te fait et tout, Florenzi, c'est un monstre. Ah non, Florenzi, c'est un bon, Ah oui, d'accord. non, c'est un bon Mais joueur. bon, c'est un bon joueur, hein, mais quand il va se taper Ousmane Dembélé, il va être foutu. Sache-le. Ouais, et Kurzawa, Parce que j'espère qu'il va pas se Ousmane taper Messi, quoi. Parce que t'es gentil. Non, mais, là, on va en parler. Et dans la Sergio partie Rico Liga. derrière, merci. Alors, bon, On va match aller, en voilà. parler dans la partie Liga, mais en ce moment, le Barça, ils sont sur un fil un peu bizarre, mais du côté du positif. Ouais. Alors après, ils font rien pour revenir du côté négatif, mais ils sont sur un fil alternatif, mais plus positif que négatif. Et moi, Pour franchement, l'instant- Florenzi, Dembélé, bon, voilà quoi, j'ai peur pour lui. Alors après, Kurzawa, j'ai plus aucun espoir pour lui, quoi. Voilà, s'il a fait plaisir, Moi, j'ai peur, franchement. Là, j'étais déçu de Pochettino, en fait. Pas de Pochettino lui-même, mais je pensais voir autre chose. Non, je pensais voir autre chose que ce que proposait Tourelle. Et c'est la même chose, c'est le même dispositif tactique. C'est son 4-2-3-1. Et puis, Keane et Rafinha, ils ont plus le droit de jouer, en fait. Keane C'est et un Rafinha, truc de c'est malade. fini. Alors, C'est moi, parce après, que moi, je vais... Keane avait fait de très bons matchs. Ouais, mais enfin, les gars, il vient d'arriver, il est arrivé en janvier, et encore une fois, c'est important pour un entraîneur de pouvoir avoir des joueurs à disposition que lui veut. Et encore, et là, Pochettino, il a juste hérité
du recrutement de Leonardo ou de Tuchel, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait, c'est pas forcément des joueurs que lui va faire jouer. Keane, effectivement, il faisait des bons matchs parce que Tuchel lui a accordé sa confiance. Ce n'est peut-être pas le cas de Pochettino. Alors après, à tort ou à raison, mais chaque entraîneur a ce truc-là. Tout comme, effectivement, si Tuchel, dans une certaine mesure, ne réussit pas trop à Chelsea pour le moment, on peut pas lui en vouloir. Parce que son effectif, c'est pas un effectif qu'il a voulu, c'est l'effectif de Lampard. Et moi, je trouve, enfin, aujourd'hui, j'ai compris que c'était important pour un coach, quand tu arrives dans une équipe, d'avoir un effectif qui te ressemble. Et pour moi, Pochettino, aujourd'hui, peut-être que, bah, effectivement, cet effectif-là ne lui ressemble pas. Ouais, mais après, Keane, là, si tu regardes, là, c'est 9 buts en Ligue 1 et 2 en Ligue des Champions cette oui, saison. oui, d'accord, mais mais après, quand t'as la direction parisienne, quand la direction parisienne, elle vient te voir en te disant, bon, Icardi, il est de titulaire, parce qu'Icardi nous a quand même coûté 50 millions, que c'est quand même censé être un buteur, et qu'au final, tu viens d'arriver dans l'équipe, bah, tu vas t'asseoir tu vas t'appuyer sur le mec qui est censé être titulaire. Donc, je peux comprendre. Pour le moment, en fait, moi, les Pochettino, je peux pas le juger sur cette fin de saison. Parce que c'est C'est voilà, c'est un compliqué, il effectif arrive qui en n'est pas le sien. saison. C'est compliqué. Voilà. Et en plus, en fait, à Paris, moi, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, Leonardo, il fait son équipe, mais il s'en fout de l'entraîneur. Donc, en fait, je te ramène des joueurs, tu les fais jouer, et en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Donc, en fait, si après avoir cet été, du coup, les deux se parlent pour créer un effectif qui va ressembler à ce que Pochettino peut faire jouer, peut faire. Mais là, en l'état actuel des choses, enfin, moi, j'ai du mal à lui en vouloir pour quelque chose. Parce qu'en fait, c'est un effectif il n'a pas construit. Il a hérité d'un effectif, il doit faire avec jusqu'à la fin de saison. Sachant qu'en plus, bah pareil, dans cet effectif-là, t'as les deux monstres à gauche et à droite que tu ne peux pas bouger parce que politiquement, c'est les deux monstres. Et en plus, faut que tu leur apprennes à défendre. C'est chaud. parce que moi, voilà, parce que bon, Alors, on a des fois, je pense qu'il y a des gens, des coachs qui se diraient, ouais, vas-y, Mbappé, en fait, j'ai pas envie de le faire jouer. Mais vas-y. Alors, Comment tu mets un on a mec comme ça dépassé sur un petit peu sur ce sujet. Juste pour finir rapidement avec la Ligue 1, j'aimerais juste que vous me donniez du coup un petit top de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ah, top, Monaco. Monaco, 7 victoires. Monaco. Ça parle de soi, hein, 7 victoires. Voilà. Monaco qui fait peur aussi parfois, hein, quand même, en défense, parce que heureusement qu'ils marquent beaucoup de buts et que voilà, mais je pense qu'ils ont le meilleur milieu de terrain de la Ligue 1, moi. Je pense que Tchouaméni, Fofana, Diop, c'est et là la t'avais trouvaille du Golovin, siècle. mais et tu peux mettre Golovin ou tu mets Fabregas. Ouais. Je peux dire que c'est le meilleur milieu de terrain actuel en tout cas. Ouais. Et par contre, alors Maripane, Badiachil, Maripane. Voilà, non, parce que Maripane, là, on en fait des éloges parce qu'il a dû mettre 3-4 buts, tout ça, mais je rappelle que ce n'est pas un attaquant. Oui, Vous faites-le jouer attaquant. Mais bah, je me pose la question si c'est un défenseur également. Donc, donc voilà, mais franchement, Monaco, attention, il n'y a plus que 4 équipes pour 3 places et je les voyais pas rattraper le trio de tête. Ouais. Mais ils y sont. Mais l'Europe arrive, alors je pense que l'Europe ne va pas freiner Lille ni freiner quand même beaucoup le PSG, mais ils seront là, il faudra compter sur eux. Alors freiner Lille pour le moment, sachez que Lille, c'est la stat que j'ai appris je crois la semaine dernière, en tout cas pendant les phases de poule d'Europa League, chaque match de championnat qui a suivi, Lille n'en a gagné aucun. Ouais. Voilà. Ouais, mais imagine, ils battent l'Ajax, imagine, ils passent sur l'Ajax, ils vont arriver le week-end en feu, les gars. Ah oui, mais clairement. Bah, oui, mais ouais, après, moi je me rappelle qu'ils ont battu Milan 3-0 pour ensuite aller perdre à Brest le week-end qui a suivi. Oui, non, voilà. mais après c'est. Et puis après, voilà. Ils pour ont le quand moment, même un effectif qui les permet de faire tourner, oui. et c'est pour ça Ouais, aussi oui, peut-être qu'ils perdent parce qu'ils font tourner et que du coup ils n'ont pas les armes qu'il faut après pour la Ligue 1. Et en parlant d'Europe, je finis là-dessus, moi, on parlait du PSG il y a 5 minutes, parce qu'en fait l'excuse du PSG chaque année c'était que la Ligue 1 était trop mauvaise pour s'entraîner pour l'Europe. Maintenant que la Ligue 1 s'est relevée, c'est-à-dire que les clubs comme Lyon, comme Lille, comme Monaco se sont réveillés, je veux pas entendre que c'est à cause de la Ligue 1 qui se fasse éliminer par Barcelone en 8e de finale.
parce que là, cette saison, ils ont de la compétition, mais à tout va. Exactement. Que ce soit Lille, Lyon, Monaco. Et là, tu as même des équipes comme Lens, Metz, Angers qui, pour moi, même si là, tu vois, je viens de citer 2 noms. J'ai même pas cité Rennes, hein, mais Lens, Metz, Angers, pour moi, ils ont un niveau de jeu qui est très, très, très élevé. Et honnêtement, ils te montrent qu'à tout moment, il y a des équipes qui sont là, voilà, qui sont là pour te montrer que on n'est pas là pour faire de la figuration, quoi, tu vois. Voilà, les matchs du week-end, c'est plus les matchs du week-end où je fais tourner et je mets l'équipe C et je gagne quand même. Là, là, faut mettre l'équipe A. Contre Marseille, t'as pas le choix, c'est-à-dire que il y avait le Classico, mais il fallait les 3 points parce que sinon ils laissaient passer Lille et Lyon devant et Monaco revenait comme une balle derrière. Donc je veux plus entendre parler de ça, du niveau de la Ligue 1 et que c'est à cause de la Ligue 1 que le PSG n'arrive pas à aller en Coupe d'Europe parce que alors là c'est fini. Mais sinon, top, toujours avec. J'adore ce que fait Niko Kovac à Monaco. 7 victoires d'affilée, ça parle de soi et honnêtement, ça se voit sur le terrain. C'est une équipe qui fait peur, surtout offensivement, je trouve. Elle est très forte. Ouais. Et sinon, après, mention spéciale pour Lille qui continue sur sa lancée d'être premier, qui laisse pas filer de points et qui empêche, qui laisse Paris à 3 points et qui laisse Lyon à 2 points et il reste comme ça, il carbure et c'est bien, je trouve. Ouais, ce week-end, ils jouaient contre une Ligue 2, donc ça allait. Ouais, mais bon, après, tu vois, moi je trouve que Lille, ils font le taf, tu vois, c'est... Oui, je suis d'accord. Voilà, hein, c'était le petit topo Ligue 1 de la semaine. Et alors, juste pour que vous soyez au courant, vendredi, il y a la grosse vidéo qui va sortir avec notre invité spécial Première Ligue, c'est-à-dire Diego. Donc là... Et on avait envoyé un envoyé spécial à Londres aussi. Ouais, on avait envoyé un envoyé spécial à Londres, vous verrez. Oh là là. Donc on avait mis les moyens sur ce pod-là. Hein. On a mis les moyens. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner, partager les vidéos. Si vous avez des retours à faire ou que vous voulez qu'on parle de choses particulières, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On regardera et on essaiera d'aborder les sujets qui vous intéressent ou quoi que ce soit. En tout cas, merci de nous regarder et à très vite pour tout ce qui s'agit de la Liga, la Serie A, la Bundesliga et vendredi, la Première Ligue. À ciao! Bond the fool.